Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet. La plupart des gens croient savoir des choses, alors qu'en fait, même les chercheurs ils disent qu'ils n'en savent rien. Alors à la base, je devais faire une vidéo sur la dysphorie de genre. Arthur m'aurait dit, ah la dysphorie de genre, c'est l'histoire où les gens ils veulent changer de sexe, sauf qu'en fait pas du tout. Donc pour expliquer la dysphorie de genre, il aurait fallu que j'explique ce que c'est être trans. Et je me suis dit, ah ça serait bien quand même que j'explique ce que c'est, mais si j'expliquais ce que c'est être trans, il aurait fallu que je t'explique ce que c'est le genre. Je me suis dit, je vais expliquer ce que c'est le genre. Et du coup, c'est devenu un peu plus compliqué la vidéo. Et après, je me suis dit, ah oui, mais si j'explique le genre, il faut que j'explique ce que c'est l'identité aussi. Et là, je me suis retrouvé dans la merde. Donc aujourd'hui, on va essayer de délimiter à peu près ce que c'est le genre, les études de genre et comment tu peux construire ton genre. Et là, après, je me sentais un peu plus de parler de la dysphorie de genre, comme je t'expliquerai. Petit point avant. Je sais très bien que ce sont des sujets très politiques et que donc plein de gens vont récupérer ce que je vais raconter pour faire de la politique. Donc, je suis tout à fait clair avec ça, ça va arriver. Et il y aura des gens qui vont se friter dans les commentaires. Mais à la limite, si tu veux faire ça, fais-le de manière intelligente et prends toutes les ressources que je vais te mettre dans le commentaire. Sachant qu'en fait, un débat peut être plus ou moins intelligent selon le recul et les connaissances que tu as du sujet. Prenons par exemple sur les différences de genre entre un homme et une femme. Souvent, tu verras dans les études qu'un homme est plus rapide qu'une femme, c'est-à-dire qu'il a des terrains d'interaction plus rapides. Bon, tu peux rester bête et méchant et en rester là, mais sinon tu peux aller voir les études aussi. Et tu peux voir que par exemple, pour le QI, les normes hommes-femmes sont les mêmes. Pourquoi? Alors qu'en fait, les hommes auraient un temps de réaction plus rapide. Mais parce qu'en fait, quand tu vas dans les études, dès que tu essaies de faire une tâche où il y a un choix, par exemple, au lieu de faire juste un temps de réaction où la personne appuie quand elle voit un stimuli, elle doit faire un choix entre deux stimuli, en fait, cette différence homme-femme disparaît. Et dans les tâches de temps de réaction, si tu laisses 5 minutes d'entraînement à la femme, en fait, cette différence disparaît. Donc tu vois, après, tu repars dans les débats de base, genre, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, est-ce que les femmes, elles sont lentes au démarrage, sur les temps de réaction, est-ce que elles sont plus inhibées par la société, ou est-ce qu'elles ont moins joué à Call of, donc du coup, en fait, elles sont moins habituées à réagir vite à des stimuli. Il y a toujours le débat, mais au moins, on est sorti du truc bête et méchant où les femmes sont moins rapides. Au moins, t'as pris un peu plus en compte la complexité de la vie. Donc là, je vais mettre plein de sources dans ce que je vais te raconter. N'hésite pas à aller voir, parce qu'il y a un truc génial chez les chercheurs, c'est que quand ils font une recherche, ils te mettent leurs conclusions, mais ils mettent aussi les limites de leurs conclusions, et qu'est-ce qui va pas dans leurs études, et à quoi leur étude ne répond pas. Ce qui te permettrait, quelle que soit l'étude, de voir les critiques qu'on peut lui apporter, ce qui a amélioré, et qu'est-ce qui nous manque à savoir, pour pouvoir répondre à des questions correctement. Alors on va le faire en 4 parties. La première sur l'explication des concepts généraux pour qu'on se mette d'accord sur les définitions que je vais utiliser, car je sais que c'est source de conflit. La deuxième, c'est sur ce qui pose problème actuellement pour comprendre les concepts autour du genre et de l'identité. La troisième partie, ça va être comment tu t'identifies à un genre comme homme, femme ou autre, mais on pourra extrapoler à toutes sortes d'identifications. Et enfin, je me sentais d'expliquer un peu la dysphorie de genre. Donc je vais sûrement la découper la vidéo en plusieurs vidéos, parce que mon ordi il plante dès que je dépasse 20 minutes. Alors on va commencer par les définitions. Alors déjà t'as le sexe. Spontanément les gens ils vont te parler du sexe masculin et féminin. Il y a bien des individus intersexes, mais j'en parlerai pas en détail pour pas noyer les gens dans les informations. Sachez juste qu'il y aurait de quoi faire une vidéo entière sur le sexe et les différents sexes intermédiaires en fonction des chromosomes, des gonades et tout et tout. C'est vraiment par souci de simplicité qu'on va en garder deux. Déjà que la vidéo est pas simple. Donc les deux sexes, ils ont des différences fondamentales. Par exemple, dans le rôle de la reproduction chez l'être humain. C'est l'ovule qui garde la mitochondrie pour pouvoir procréer et le sperme qui lâche la sienne pour créer la cellule primaire. Et ces deux sexes, ils ont des attributs différents. T'as les attributs primaires que sont les organes sexuels genre bite, vagin, utérus et des attributs secondaires comme la masse musculaire, la pilosité, le son de la voix. Et là, déjà, ça se complique car la variabilité entre les individus ici, en fonction de leur sexe, est déjà énorme. T'as chaque caractéristique humaine qui est distribuée en suivant cette loi normale. C'est-à-dire qu'il y a plein d'individus qui se situent autour de la moyenne, et plus tu t'éloignes de la moyenne, moins il y a des individus avec cette caractéristique. Exemple, t'as plus de gens vers 1,65 m que vers 2 mètres. Et chaque attribut de chaque sexe, il se distribue ainsi. Ce qui, obligatoirement, donne des recoupements. Par exemple, si on reprend la taille, un sexe féminin donne une répartition comme ceci,
un sexe masculin comme ceci. Mais tu vois très bien que tu peux avoir une bite mais être plus petit que plein d'autres personnes avec des vagins. Pour la pilosité de la moustache et les seins, les courbes elles sont encore plus séparées. Il y a de très nombreuses études qui cherchent à savoir quelle caractéristique humaine est influencée par le sexe dans sa distribution. Ces études, elles portent sur les caractéristiques physiques, comme aussi pour l'étude du comportement, du cerveau, de la cognition, comme par exemple, est-ce qu'un sexe amène plus d'agressivité ou d'empathie que l'autre? Si vous attendez à des conclusions claires sur les sujets, vous n'êtes pas prêt d'en avoir vu le niveau de connaissance actuel, je te laisserai quand même quelques ressources qui te permettront d'aller plus loin sur le sujet. C'est d'ailleurs un aspect important de la recherche sur la transidentité, c'est de savoir si une personne avec un sexe masculin pourrait par exemple avoir un recoupement avec des distributions plutôt de sexe féminin, ce qui pourrait expliquer en partie que la personne va s'identifier à des personnes de sexe féminin. Ensuite, en plus du sexe, tu as le genre qu'on nomme homme ou femme. Alors tu vas me dire, mais si t'as une bite, t'es un homme, un point c'est tout. Oui, c'est possible, quand les gens définissent homme ou femme en fonction de leur sexe, ce que fait sûrement la plupart d'entre vous. Mais ici, je vais l'utiliser pour le genre, car derrière l'idée d'être homme ou femme ou autre, on voit qu'il n'y a pas que des attributs sexuels. La définition que les gens donnent d'habitude, elle englobe aussi ton identité administrative, ce que tu ressens, ce que tu es, comment tu veux que l'on te traite, les stéréotypes et les schémas comportementaux que tu lies à un sexe ou à un genre. Par exemple, je te laisse en biblio un article rigolo qui montre que des gens attribuent à un homme, à une femme, bien plus qu'un simple appareil génital. Donc on va garder homme et femme pour le genre, parce qu'en plus des synonymes de bite ou de vagin, j'en connais plein, donc j'ai déjà un vocabulaire fourni là-dessus. Je sais que la définition d'homme ou femme fait débat. Personnellement, je veux que tu te concentres sur le fait que le sexe ne définit pas forcément tous tes attributs secondaires, ni ton identité, ni tes comportements, ni les stéréotypes qu'on va t'accoler, ni tout le reste. On pourrait appeler les deux groupes Makubex ou Mido dans la vidéo, c'est pas grave. L'important c'est de comprendre que le sexe ne détermine pas ses caractéristiques, qui seront un mélange de biologie, de psychologie et de société. Des fois, tu entendras le mot expression de genre. Ce sont les caractéristiques qu'on utilise pour présenter un genre. Par exemple, la barbe, c'est une représentation liée aux hommes principalement. Et des fois, tu entendras parler de rôle de genre. Ce sont les comportements que l'on attribue à tel ou tel genre. Alors, il y a évidemment des liens entre toutes ces caractéristiques. Et avec ces concepts, on peut définir ce que c'est une personne trans. Trans, c'est une définition plurielle qui désigne en fait plusieurs phénomènes. En général, on définit le fait d'être trans, c'est être une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qu'on lui a assigné à la naissance. Par exemple, quelqu'un avec une bite, on dit que c'est un garçon, mais il peut se sentir femme. Et une personne cis, c'est une personne dont son genre correspond à celui qu'on lui a attribué. Dans notre société, en gros, on te fout homme si t'as une bite et femme pour le reste. Je te mets la référence. Donc là, on a vu quelques définitions. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ces définitions, en fait, elles sont bâtardes et pourquoi elles vont pas permettre d'étudier correctement les phénomènes dont je vais te parler. D'après toi, est-ce qu'une personne qui se sent dans le mauvais corps, c'est le même phénomène qu'une personne qui s'identifie au genre généralement attribué au sexe opposé? Est-ce qu'une personne qui ne veut pas coller aux stéréotypes de son genre fait partie du même phénomène qu'une personne qui veut qu'on la traite comme on traite les gens d'un certain genre? Est-ce qu'une personne qui n'en a rien à foutre de son genre fonctionne comme une personne qui des fois a envie de se comporter comme les schémas comportementaux d'une femme et des fois selon les schémas comportementaux d'un homme? Tu vas me dire, non, tout ça, ça n'a rien à voir, ça a l'air de phénomènes différents. Eh bien oui, c'est différent. Sauf que tous peuvent se retrouver dans la définition actuelle de trans, s'identifier en tant que trans et être inclus dans les études sur la transidentité. Alors des définitions de ces différents phénomènes, il y en a. Si des gens ils se font chier à décrire des dizaines de genres différents, c'est pas pour la branlette intellectuelle, c'est pour décrire des réalités multiples. Alors je comprends que quand tu ne réfléchis pas à cette réalité, tu t'en foutes. Perso, si un mec qui vient m'expliquer les différents types de scarabées, je vais lui dire « Ouais, c'est bon, moi je vais juste appeler ça scarabée ». Mais si tu cherches à comprendre les phénomènes, t'as besoin de bien les déterminer. Alors dans la vie de tous les jours, on s'en fout des 150 types d'interactions, mais en recherche, c'est crucial de bien décrire un phénomène, sinon tu confonds tout. Et pour ça, tu as besoin d'un vocabulaire correct et de définitions clairement identifiées. Et c'est d'ailleurs le gros problème dont parlent les chercheurs, car à cause de ce manque de prise en compte des différents phénomènes, on n'arrive même pas à évaluer correctement le nombre de personnes correspondant aux différents phénomènes. Et il y a dans toutes ces études sur la transidentité ce qu'on appelle les problèmes liés aux populations étudiées, c'est-à-dire que l'on ne peut pas comparer les études car elles n'évaluent pas les mêmes personnes. L'un des biais les plus connus est situé dans la prise en compte ou non des gender non-conforming people dans les études, c'est-à-dire les gens
qui ne veulent pas se conformer au rôle, stéréotype ou comportement de leur genre. Par exemple, on t'a dit que tu étais un garçon, mais tu veux porter des jupes et du maquillage. Tu es non-conforming gender. Sauf que des gens font clairement la différence entre trans en tant que se sentir d'un genre qu'on nous a pas attribué, en tant que sentiment profond d'être d'un genre particulier, et les non-conformes au genre, c'est-à-dire ceux qui ne se retrouvent pas dans les schémas sociaux. Mais d'autres non. Et il y a des non-conformes de genre qui se déclarent trans, et d'autres non. Ce qui fait que dans les études, on se retrouve avec des problématiques différentes sous une même appellation, et en science, si un phénomène n'est pas correctement défini, alors sa compréhension est mauvaise. Donc souvent les gens parlent d'une explosion de personnes trans, alors que si ça se trouve, c'est surtout une explosion de gens qui ne veulent pas se comporter selon les stéréotypes et comportements liés à leur genre. Assigné ou pas. Que actuellement, on peut ou pas considérer comme trans. Donc la conséquence, c'est que quelle que soit l'étude pour en tirer une conclusion, il faut aller voir quelles personnes ont été incluses, sur quels critères on a inclus cette personne. Donc dès que je vais te parler d'une étude ici, fais attention à ne pas en tirer une conclusion sur toutes les personnes qui se classent trans ou cis, car en fait, peut-être que l'étude n'a pas pris en compte les mêmes personnes. Et tu verras un peu plus tard dans la vidéo que selon comment tu poses les questions aux gens, tu n'obtiens pas la même réponse et tu ne les classes pas pareil. Donc ça, c'est le premier problème, qui est un problème de méthodologie, d'échantillon, de définition, et qui pourra se régler au fur et à mesure que les chercheurs seront classer les populations dans des catégories plus strictes. Il y a néanmoins un deuxième problème, dans la compréhension du concept de genre, c'est que l'identité, on ne sait pas ce que c'est. Donc l'identité, ça regroupe énormément d'aspects. Les chercheurs, ils cherchent à comprendre ce qu'il y a derrière le « je ». Alors, je vais te parler de 3 aspects, mais il peut y en avoir plein d'autres, justement parce qu'on n'a pas de définition claire de l'identité. La première, c'est le sentiment profond d'être quelque chose. Et là, c'est déjà flou, car comment on calcule la profondeur d'un sentiment ? On n'en sait rien. Aussi, cela recoupe ton identité administrative, ou comment la société va te classer. Et ça recoupe aussi le mode de relation que tu souhaites avoir avec les autres. Par exemple, quand tu dis « je suis altruiste », tu envoies un message aux autres de comment tu vas te comporter envers eux et comment tu attends que les gens se comportent envers toi. Et donc, quand on parle d'identité, il faut déjà définir ici si on parle de sentiment de ce que l'on est, de ce qu'on attend du monde ou de comment on nous classe, car l'identité peut être quelque chose d'intime sur ce bord, comme quelque chose qu'on attend des autres de ce côté-là, comme une chose que l'on nous impose ici. Pour voir la différence, tu peux faire un test simple avec des proches. Tu leur demandes s'ils sont hommes ou femmes. Tu auras une réponse claire basée sur leur sexe, car on a surtout remarqué dans les études qu'on genrait les gens en fonction de s'ils ont un vagin ou une bite. Demande-leur ensuite s'ils se sentent profondément hommes ou femmes. Là, la réponse devrait être beaucoup moins claire. Donc, quand tu as des sondages qui disent que plein de gens sont non-binaires ou agenres, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans aucun genre, c'est pas que, oh là là, il y a une invasion de gens décadents aux cheveux bleus contre les valeurs chrétiennes de ton pays, c'est que si tu poses la question à des gens sur ce qu'ils se sentent, plein de gens se foutent complètement d'être homme ou femme. Cela leur évoque rien. Et là, tu remarques donc qu'ici, la réponse sur ton identité et le pourcentage de gens qui vont se retrouver dans telle ou telle identité va dépendre de comment tu envisages de classer les gens. Et là, déjà, tu as plein de mix. Tu peux te sentir femme et vouloir être traité comme une femme, te sentir rien mais vouloir te faire appeler monsieur, te sentir femme alors qu'on t'attribue homme mais te foutre de comment on te traite dessus. Donc, premier point sur l'identité, c'est que le mot identité ou le mot genre, ça regroupe déjà aussi plein de phénomènes différents et je t'en ai mis que 3, je t'en rajoute après. Mais le pire, c'est qu'on sait même pas à quoi ça sert exactement. Et là, je vais aborder le sujet compliqué, c'est que ce que tu dis être, c'est pas du tout ce que tu es. Car ce que tu es, c'est un mélange unique de millions de facteurs dont aucun langage n'arrivera à rendre compte de la complexité. Comme je t'expliquais dans la vidéo sur les stéréotypes, les classifications qu'on utilise, elles sont pas très subtiles, elles simplifient le monde et elles évoluent en plus avec le temps. Et donc tu vas gueuler en disant « bah non, moi je suis clairement asiatique ». Bah non, en fait. Parce que la phrase exacte, vraiment objective, c'est « j'ai parmi mes aïeux assez proches », parce qu'il y a 50 000 ans, ils étaient peut-être pas asiatiques, mes aïeux assez proches des gens qui sont nés sur le continent asiatique. Mais c'est ce que tu parlais dans la vidéo sur les stéréotypes, des classifications ethniques, elles n'ont un sens que dans un certain contexte donné, une certaine culture. C'est pareil avec toi qui dis que t'es homme ou femme, alors que ce qui est associé à l'homme ou la femme, ça évolue constamment en fonction de la culture. Il y a 500 ans, si ça se trouve, tu ne serais pas décrit comme un homme. Bref, la question super importante est, pourquoi on a besoin de simplifier à ce point ? Pourquoi on peut pas se contenter d'être soi sans se décrire ? Pourquoi les gens ils vont créer des mouvements identitaires, se battre juste pour essayer de se créer une case simpliste qui leur convienne ? Alors il y a plusieurs théories dessus.
L'une des plus connues, elle postule que l'identité est sociale, c'est-à-dire qu'elle émerge de la vie en groupe et que l'un de ses buts, c'est de t'insérer dans un groupe, que tu empruntes les codes au groupe auquel tu appartiens ou tu veux appartenir et que ça te permet d'obtenir une sécurité avec ton groupe. Ensuite, il en découle plein de phénomènes et de comportements, comme par exemple le fait que plus un groupe risque d'être attaqué ou plus un groupe va manquer de ressources, et puis il va défendre fortement ce groupe pour garder ses ressources. Sachant que cette théorie garde l'idée que les critères pour lesquels on se met dans un groupe ou on crée un groupe sont arbitraires et peuvent très bien évoluer. Il y a d'autres théories plus personnelles, comme par exemple l'idée que l'identité, en fait, ça serait un sentiment issu des processus liés à la conscience de soi. Par exemple, t'es pas le même qu'il y a un an. Et dans 5 ans, toutes les cellules de ton corps auront changé. Donc en fait, tu seras un être humain complètement différent. Et en fait, l'identité, ça serait un processus qui te permettrait de te sentir toujours soi et garder une cohérence, même si tout ton corps change et même si tu changes toi au fil du temps. Une autre théorie, ça serait que l'identité, ça te permet de construire un pont entre toi et le reste du monde. Donc il y a toi qui est unique. Et d'un autre côté, tu as la société qui va te fournir des logiciels de pensée qui vont te permettre de t'y retrouver dans le monde. Quand ton organisme aime bien le foot, rigoler entre potes et aime bien la bière, tu vas trouver assez facilement un logiciel de pensée et de comportement dans notre société qui va te permettre de te comprendre, de savoir où aller et quoi faire. Quand par contre t'as une bite, mais que t'aimes bien quand ça pétille et quand les robes ça tourne, trouver un logiciel qui va te permettre de te penser toi, ça va être plus compliqué. Ou comme mes petits patients qui arrivent en disant j'aime le sang et frapper les gens, auxquels des gens colleraient le logiciel psychopathe, ce qui serait catastrophique pour plus tard dans leur construction d'eux-mêmes, sauf qu'en fait c'est juste des rugbymen. Maintenant, est-ce qu'il y a des logiciels mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des moyens de se définir qui apportent plus ou moins de bien-être aux gens? Actuellement, la recherche, elle n'en sait rien. C'est pour ça qu'il y a des discussions particulièrement dobiques à ce niveau-là, genre une personne qui va dire ça, et l'autre qui va lui répondre ça. C'est bien, mais il faudrait peut-être réfléchir à quoi ça sert l'identification, pourquoi on se fixe sur une des caractéristiques arbitraires que nous propose un logiciel de pensée, et est-ce qu'il y a des meilleures façons de s'identifier? Parce que est-ce qu'il vaut mieux construire ton identité en fonction du sexe, du genre, de la couleur de peau, du pays, des émotions, des comportements, de la religion, des défauts, de ta profession, de la philosophie, de tes besoins, de tes valeurs, de tes fonctions, de ton rôle, de tes proches? Mais en fait, on sait rien de ce qui est le plus stable et le plus efficace. Et efficace, d'ailleurs, efficace par rapport à quoi? Faudrait se poser la question. Donc je tenais quand même à signaler sur les questions du genre et de l'identité. L'un des points centraux, c'est que 1, on sait pas ce que c'est, ça recoupe trop de concepts. Et 2, on sait déjà pas en quoi ça nous sert vraiment et ce que ça sait vraiment. Alors ça pose un problème de communication entre les gens, parce que quand une personne te demande ton identité, en fait tu devrais répondre sur tous ces points. Et tu devrais demander à la personne, mais sur quel type d'identité tu me poses cette question? Et encore, je t'ai pas rajouté l'identité sociale, qui désigne ton identité dans un groupe, l'identité collective, qui désigne l'identité du groupe, l'identité activiste, qui désigne le rôle que tu as dans le groupe, et il y a des chercheurs qui étudient comment tout cela s'influence. Par exemple, je te laisse un article qui montre comment les gens confondent l'identité de leur groupe avec le rôle qui s'attribue dans ce groupe. Le problème, comme toujours avec une définition parapluie, c'est-à-dire qu'il englobe plein de phénomènes, c'est que des personnes vont parler de choses différentes sans le savoir. Et cela complique d'autant plus quand la politique s'en mêle, car on a tous une façon d'envisager comment tout cela devrait s'assembler. Il y a des gens qui pensent que si tu te sens A, alors tu dois te comporter comme A, et les autres doivent te traiter comme A. D'autres que tu peux être A pour les autres en te sentant B, mais que dans ce cas tu dois être traité comme B, mais d'autres vont dire que tu dois attendre d'être traité comme A. Et donc homme ou femme, en fait, ça désigne plein de choses comme ça, mais si on voudrait être vraiment cohérent avec les concepts, avec les recherches, on devrait inventer plein d'autres mots. Par exemple, il y aurait les femmes X pour les gens qui ont un sexe féminin, il y aurait les fémis pour ceux qui se sentent femmes, il y aurait les femsté pour ceux qui s'identifient aux stéréotypes de leur genre, il y aurait des fémas pour ceux qui sont administrativement ou qu'on classe comme femmes. Bref, en fait, il faudrait plein de vocabulaires différents pour pouvoir décrire tout ça. Alors, il y en a qui vont me faire, mais poula, putain, ça sert à quoi de se prendre la tête et analyser tous ces concepts? De 1, peut-être juste par curiosité intellectuelle, et de 2, car si tu veux modifier ou comprendre le monde, si tu le fais avec les mauvais concepts ou sans prendre en compte tout ça, tu vas viser complètement à côté. Exemple sur l'égalité homme-femme. Il y avait un temps, on était un peu naïf, on pensait que plus on crée d'égalité entre les hommes et femmes, plus les stéréotypes disparaîtraient et plus les gens seraient libres de se comporter comme ils veulent. Ce qui était un peu trop optimiste et naïf, car au final, on a remarqué que plus un pays est égalitaire, plus les hommes et les femmes allaient vers des activités qui correspondent à leurs stéréotypes. Alors évidemment, c'est repris en mode simpliste, genre « Ah tu vois, c'est trop la preuve qu'il y a une différence génétique entre les deux sexes ».
Ouais, sauf qu'en fait, il y a des chercheurs qui essaient de comprendre tout ça, et tu vois que c'est beaucoup plus complexe, et t'as plein d'autres hypothèses. Par exemple, il y a des gens qui pensent que comme dans les pays égalitaires, on a une meilleure économie, les gens peuvent se payer des loisirs, et donc font plus d'activités, que les parents vont choisir en fonction des stéréotypes. Alors que quand t'as rien à foutre de ta vie, et qu'il y a qu'un bâton pour jouer, bah tout le monde joue au bâton. Pour la différence entre filles et garçons pour les maths, t'as des chercheurs qui pensent que le haut niveau académique des pays égalitaires pousse à la compétition, et que donc ça augmente les processus de défense dont je parlais des groupes sociaux, notamment le masculin qui aurait intérêt à garder la main sur les filières qui rapportent le plus de fric. T'as d'autres interprétations assez violentes, genre t'as l'idée selon laquelle plus tu donnes de liberté aux gens, plus ils s'enferment. L'idée c'est que dans les pays égalitaires qui prônent le plus la liberté de choix et d'action des individus, les gens se retrouvent face à plein de choix. Mais devant ce choix, pour pouvoir le faire, ils vont se référer aux schémas les plus ancrés dans la société, comme ceux liés au sexe, au genre, à l'ethnie ou à la religion. Si cette théorie s'avère vraie, imagine la personne qui s'est battue pendant des dizaines d'années pour détruire l'idée du genre, et se battre pour que les gens soient libres sur plein de points, tout ça pour voir que les gens ils vont choisir encore plus fortement en fonction des stéréotypes. C'est un peu comme avec les gosses. Attention, je dis pas que les gens sont des gosses, c'est juste une métaphore. Genre ton gosse il mange des frites et des petits pois. Et un jour tu découvres qu'il y a 10 000 plats. Donc tu veux tout lui faire découvrir à ton gosse. Et tu lui dis, mais vas-y, tu peux tout goûter, fais ce que tu veux. Et là, il se met à bouffer que des frites. Voilà. Et comme je t'ai dit, tu vois que si tu veux changer la proportion d'hommes et de femmes dans une activité, la solution efficace va dépendre de la bonne hypothèse. Ici, il faut réduire la compétition ou rendre attractif tout type de métier financièrement. Ici, au lieu de dire aux gens t'es libre, il faut leur fournir un nouveau logiciel de définition de soi. Comme Kung Fu Panda 3 propose de se définir en fonction de la place qu'on a pour les autres. Bref, en donnant envie de manger des haricots tandoori au lieu de dire à la personne t'es libre. Et là, sur la troisième hypothèse, t'es un peu plus foutu pour changer les choses. Encore plus, il s'avère qu'effectivement, il y a des préférences biologiques en fonction des sexes pour telle ou telle activité. Dans ce cas, si cette hypothèse s'avère vraie et que les gens vont forcément vers certaines activités ou pas en fonction de leur sexe, dans ce cas, la question à se poser, c'est pourquoi les activités dans certains sexes sont moins bien payées que les autres. Et c'est ça que tu vas devoir changer, pas le taux de personnes dans telle ou telle activité. Donc, si tu prends juste un peu le temps de t'intéresser aux sciences sociales, tu trouveras plein d'études comme cela qui prennent en compte à quel point le monde est complexe, bien loin des débats bien bas dans les bars ou les forums d'internet. Surtout que, au cas où tu ne le saurais pas, il y a des pays qui veulent interdire les recherches à ce sujet parce que c'est vachement mieux si les gens sont cons et voient pas la complexité du monde. Maintenant, ça n'empêche que malgré ces points théoriques cruciaux, t'as des gens qui ont essayé de comprendre les interactions entre ces différents points et chaque flèche mériterait une thèse. Pour les liens entre stéréotypes et identité sociale et comportement, je t'en avais parlé vite fait. Tu renforces par exemple ton identité liée à un groupe en utilisant les stéréotypes liés à ce groupe. Par exemple, on a remarqué que les hommes trans buvaient plus pour coller au stéréotype du mec qui boit, parce qu'on sait très bien que whisky sec, c'est pour les mecs balèzes qui se mettent à l'aise. Donc maintenant que t'as compris à quel point c'était complexe, et à quel point on avait besoin d'essayer de penser tout ça de manière complexe. Il y a un thème que je voulais vraiment aborder, c'est comment tu construis ton genre. Genre, pourquoi tu vas t'identifier à tel ou tel groupe, ou comment tu vas trouver ton style dans toutes ces possibilités d'organiser ta vie. Donc la troisième grande partie, c'est en gros comment tu construis ton genre et comment tu t'identifies à telle ou telle chose. Voilà, donc j'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties, et tu peux aller voir la partie dans le lien qui va s'afficher sur ton écran.